Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Mythe de CEO, une petite web-série créée par Impact Makers. Aujourd'hui, on vous emmène voir le CEO de Ease, une entreprise créée par deux étudiants de l'IESEG qui propose en fait une plateforme en ligne qui concentre pour toutes les entreprises tous les mots de passe et toutes les données importantes liées à des comptes style Facebook, Twitter, Slack, etc. Donc suivez-moi, je vous fais rencontrer Ben, le CEO de Ease. Donc aujourd'hui, je suis avec le CEO de Ease. Bonjour Ben. Salut. Tout d'abord, pour centrer un peu le problème et expliquer un peu aux gens qui nous regardent ce que c'est Ease, tu peux nous pitcher Ease en 1 minute top chrono. Donc Ease, c'est une solution SaaS qui permet aux entreprises de sécuriser et d'organiser leurs mots de passe. Ok. Voilà. Et donc plus concrètement et plus largement, vu que tu as pitché quand même assez rapidement, c'est quoi Ease donc, aujourd'hui? Donc aujourd'hui, Ease, il y a deux interfaces. Une interface qui est dédiée aux employés et une interface qui est dédiée un peu à l'équipe technique pour le niveau organisation. L'interface pour les employés, c'est tout simplement une page d'accueil de navigateur où ils retrouvent tous les comptes dont ils ont besoin en fait pour travailler sous la forme d'app. Ils ont juste à cliquer, ils n'ont plus besoin de connaître les mots de passe et nous, en fait, notre robot vient les connecter directement sur leur compte. Donc ça leur fait gagner du temps, c'est plus sécurisé et ils se prennent moins la tête d'une manière générale avec ok, est-ce que je suis sur le bon compte, est-ce que j'ai le bon mot de passe, est-ce que j'ai le bon identifiant, quoi que ce soit. Non, ils ont juste tout simplement à cliquer sur une app et ils arrivent directement connectés. Comme ça, ils peuvent se mettre à bosser plus rapidement. Et donc on est vraiment sur une interface qui est dédiée à l'entreprise et non plus aux particuliers. Ouais, exactement. On a en avril 2017, on a décidé de changer de cible. Ok. Et juste une question, comment t'es venue l'idée, enfin j'imagine que vous étiez plusieurs, comment est-ce que l'idée vous est venue de créer une telle interface au tout début et après comment est-ce que ça vous est venu l'idée de recréer cette interface-là et d'innover? Au début, ce qu'on voulait faire, c'était aider les gens à s'inscrire sur des comptes. Et en fait, le problème de l'inscription sur un compte, il est assez important. Mais quand tu essaies de résoudre un problème, il faut prendre l'importance du problème, mais il faut aussi prendre la récurrence de ce problème-là. Et en fait, les gens ne créent pas énormément de comptes tous les jours. C'est plutôt quelque chose qui arrive tous les mois ou tous les 2 mois. Et du coup, on s'est rendu compte que ce problème-là, c'était pas forcément le bon. Et après, on s'est dirigé vers plutôt aider à la connexion. Et donc dans un premier temps, on aidait à la connexion pour les utilisateurs uniques. On s'est rendu compte que ce problème-là non plus n'était pas forcément très important. Et après, c'est là qu'on est parti sur les mots de passe pour les entreprises. D'accord. Quelle est ta plus grande source d'inspiration? Et ensuite, quelle est ta ressource ou ton carburant créatif? Mec, je sais pas. Désolé. Alors, je sais pas. Non, quand on trouve des idées, c'est plutôt parce que les utilisateurs à qui on a parlé nous ont dit, en fait, ce que vous avez designé là, c'est de la merde. Ou alors, franchement, je comprends pas. Donc, on essaie juste de trouver mieux, quoi. Tu pars de problèmes en fait concrets. Ouais. Et tu apportes des solutions qui sont concrètes aussi. Ouais. Au début, on n'avait pas cette démarche-là, mais en fait, c'est beaucoup plus simple. Et tu arrives beaucoup plus rapidement à des résultats quand tu pars plutôt d'une problématique que d'une idée. D'accord. Et c'est en étudiant cette problématique et en parlant aux personnes qui ont ce problème-là que tu arrives après à trouver des solutions. Mais c'est pas une solution comme ça, c'est plutôt de manière itérative. C'est-à-dire que tu essaies de faire une petite solution et tu attends le retour des gens qui l'utilisent et après tu l'améliores. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'idée Ease, donc un départ. Ah non, ça. Ouais. Alors ça non, au début ça ressemblait pas du tout à ça. Enfin c'était même pas proche, c'était autre chose. On a vraiment pivoté plusieurs fois pour s'attaquer à d'autres problématiques et d'autres cibles. Ok. Quelle est ta plus grande difficulté et ta plus grande réussite dans l'aventure Ease? Je pense que la plus grande difficulté, c'est au regard, en fait, on a tous entre 22 et 23 ans. Ouais. Et la problématique, c'est qu'on a très peu d'expérience professionnelle à notre actif, tous. Et du coup, on a peut-être un manque au niveau de l'organisation. Et non, la connaissance, elle est apportée plutôt par... honnêtement, t'as Google, tu trouves tout ce que tu as envie. Ouais. C'est plus... je pense qu'on manque encore d'expérience sur avoir des process qui sont pas trop lourds, organiser ta boîte de la bonne manière pour que tu puisses délivrer des résultats plus rapidement. Donc c'est ça un peu nos problématiques. Et du coup, qu'est-ce que l'IESEG, vu que tu as fait l'IESEG, qu'est-ce que ça a pu t'apporter de faire une école Non, c'est pas l'IESEG qui a répondu à cette problématique-là, c'était plutôt les stages qui t'aident un petit peu. Mais moi j'en ai fait que 4 comme tous les IESEG, donc c'est pas énorme. Ok. Donc en fait, au sein du système français, tu n'apprends pas forcément à maîtriser tout ce que tu apprends en étant... Non,
non, moi je pense que l'ISEC c'est bien pour plein de trucs. Hein. Je veux dire, ça te crée un réseau, ça t'apprend à travailler en groupe, ça t'apprend à faire des présentations orales, à essayer de dire clairement ce que tu fais, tu vois, genre, c'est peut-être exprimer des idées, des projets, à faire comprendre aux gens ce que tu as envie de faire, à les faire travailler, etc. Mais ça t'entraîne pas à avoir des deadlines de ouf et à les respecter, ça t'entraîne pas réellement à travailler sous la pression quand il te reste un mois de cash. Oui. L'ISEG, ils t'apprennent pas ça, tu vois. Okay, en fait, ils t'apprennent pas réellement à monter une boîte parce que ils t'apprennent à faire un business plan, mais quand tu montes une boîte, déjà ton business plan, en fait, au bout de 2 semaines, c'est bon, ça marchera pas, en fait, ouais. Tu le sais. Et du coup, tu te retrouves sous une pression, entre guillemets, et ça, l'ISEG, c'est dur à reproduire, cet environnement de pression, sans monter une réelle boîte. En fait, c'est tout simplement, c'est la vraie vie, quoi. ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok. Et par quelles étapes t'es passé en tant que jeune entrepreneur quand tu crées donc une startup? Quels sont les moments clés que tu pourrais définir et que tu pourrais nous parler? Je sais pas, le premier moment c'est moi et Victor où on est seuls tout dans notre piole et on se dit oh, ça serait énorme, on va gérer toutes les inscriptions dans le monde et tout, ça va être trop cool. Et après tu le confrontes à des gens et en fait ils pichent rien. Donc ça c'est l'étape 1 où tu essaies de comprendre même toi ce que tu essaies de faire. Et une fois que tu as compris ce que tu voulais faire, où tu voulais aller, derrière, après, il faut fonder une équipe qui est complète et qui sera capable, une équipe fondatrice qui sera capable de sortir une première version de la réponse au problème, entre guillemets. Et donc voilà, ça, on a commencé l'année dernière. Ouais. En juillet 2016. Ça, les gars, juillet 2016 on était tous ensemble, on a commencé à bosser. Non, c'est en septembre. Moi, je suis arrivé en septembre. Ah oui, t'es arrivé en septembre. Sergi est arrivé en juillet. Victor et moi, on commençait à comprendre l'idée en mars, tu vois. Et en mars, on a essayé de trouver des associés. Et on a mis jusqu'à juillet. Ouais. Là, on est 6, mais 4 fondateurs. Il y a Victorien qui nous a rejoint récemment, qui lui est programmeur de 42 et qui est en stage, c'est notre premier stagiaire. Et il y a Ethan, donc, qui est là part-time, étudiant à l'ISEG, qui lui nous aide sur tout ce qui est partie croissance client et communication. Okay. Voilà. Et une fois qu'en fait tu as ton équipe, là il faut sortir une V1. Mais nous en fait on a sorti une V1 pour la première cible qu'on avait, qui était les étudiants. Après on a changé, on voulait vendre aux utilisateurs uniques, ça non plus ça n'a pas marché. Donc là en fait du coup tu dois rechanger ton produit. Et en avril on s'est dit, en fait ce qui nous a fait passer sur les boîtes, c'était le fait de regarder toutes nos stats et que tous les utilisateurs vraiment intensifs de notre produit, en fait c'était que des entrepreneurs, des mecs qui bossaient en boîte, etc. Du coup en fait les gens commençaient à utiliser notre produit pour d'autres raisons que les raisons pour lesquelles on les faisait, tu vois. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, et tu vois, c'est le marché qui te guide. Ouais. Et du coup, tu trouves ça, et tu dis, bon, les gens ont l'air de plutôt kiffer dans ce cadre-là, essayons de les aider encore plus. Et là, on s'est dit, bon, réglons le problème des mots de passe en entreprise. Est-ce que vous faites face à la concurrence, et si oui, comment est-ce que vous arrivez donc à vous en démarquer? Il y a plein de concurrents. On est sur un marché qui est assez concurrentiel. Je pense qu'il y a une bonne cinquantaine de gestionnaires de mots de passe pour les entreprises et pas pour les entreprises. Ouais. Et tout simplement, il y a encore de la place. Ouais. Il y a pas on n'est pas sur un marché, on n'est pas en train de créer un moteur de recherche où du coup on arrive sur un marché et il y a déjà un putain de gagnant. Ouais. Google. On est sur un marché où le premier gestionnaire de mots de passe, il a 10 millions d'utilisateurs. Pour 10 années d'expérience. Enfin, bref, en tout cas, il y a pas, tu vois, t'as pas un mec qui a tout compris. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait forcément moyen de trouver notre place sur ce marché-là, d'avoir une approche qui était différente. Et comment est-ce qu'on essaie de choper une approche différente? Tout simplement, quand on a décidé de pivoter en avril 2017, et de avril à août, on s'est dit, ok, en août-septembre, il y a un truc qui sort, obligé, parce qu'on n'a plus trop le temps. Entre avril et août, moi j'ai appelé 200 boîtes. 200 directeurs techniques et directeurs généraux de boîtes pour comprendre et comment est-ce qu'ils géraient aujourd'hui leur mot de passe, c'était quoi les solutions qu'ils avaient trouvées, c'était quoi les problèmes qui restaient. Et essayer de leur apporter d'autres solutions. Exactement, essayer d'un peu de comprendre le contexte, parce qu'encore une fois, on est une équipe, on a tous 23 ans, on n'a jamais fait de stage en boîte, on n'a pas vraiment d'expérience professionnelle, donc s'attaquer au problème de la gestion de mot de passe en entreprise, en fait c'était quelque chose qu'on connaissait vraiment pas et il fallait qu'on apprenne plein de trucs. Donc pendant qu'ils développaient le produit, moi j'étais principalement
principalement en train d'appeler un maximum de boîtes. On a appelé des boîtes de 0 employés à 400 employés. Où on parlait au directeur technique, on leur disait « Ouais, bah, tu fais comment aujourd'hui pour gérer tes mots de passe ?» Et potentiellement, une solution assez globale, tu la verrais comment? D'accord. Et comment vous arrivez justement du coup à vous démarquer face aux autres boîtes qui sont présentes? Genre liste des fonctionnalités point par point? Non, mais en règle générale, comment est-ce que vous faites pour essayer de comprendre comment est-ce que les autres fonctionnent et pour essayer d'être plus performant qu'eux ou plus innovant, je sais pas? Notre angle d'attaque, il est vraiment sur l'utilisation. Je pense qu'un mot de passe en soi, ça sert que à être utilisé dans le cadre d'une connexion. Et du coup, bah voilà, nous ce qu'on a fait, c'est quelque chose qui, outre le fait qu'il soit extrêmement sécurisé, anonyme, et que chaque employé ait le bon mot de passe dont il a besoin, donc et les bons outils, c'est extrêmement facile d'utilisation. C'est-à-dire que le gars, il ouvre un nouvel onglet, il a juste à cliquer sur l'app dont il a besoin. C'est un fonctionnement smartphone sur mobile. Donc c'est intuitif. C'est un fonctionnement smartphone sur ordinateur. Donc c'est intuitif et simple d'utilisation. Ouais. C'est bon, ok, très bien. Comment est-ce que vous organisez votre communication sur votre produit et sur ce que vous faites auprès des différents clients? Pour l'instant, on ne communique pas énormément sur notre produit parce qu'il n'est pas encore réellement terminé. On n'a même pas, pour te donner une note, on n'a même pas d'app mobile, on n'a même pas d'app tablette pour gérer tes mots de passe. Donc on est encore en cours de développement. Du coup, là, notre communication, c'est plutôt aller voir des boîtes en one-to-one et essayer de leur dire, et c'est toujours dans une démarche pour apprendre comment est-ce que les gens règlent le problème des mots de passe, parce qu'on est toujours en train de le créer. Et on arrive au fur et à mesure. Là, on a déjà des boîtes qui sont clientes, qui utilisent et qui payent. Test en fait. Non, oui, des vraies boîtes clientes. Ouais, mais on co-développe avec eux. D'accord, ok. Super. Est-ce que c'est rentable, Ease, pour le moment? Non. Pas du tout. Comme je te dis, aujourd'hui, on est encore en train de le créer. D'accord, ok. Et tous les modèles SaaS, c'est plutôt un modèle où la rentabilité vient avec la quantité d'utilisateurs. Et comme on est au début, on n'a pas encore la quantité d'utilisateurs. Est-ce que vous faites appel à des investisseurs? Est-ce que c'est dans tes projets ou je sais pas? Comment est-ce que vous vous financez? Au niveau investisseur, c'est un peu spécifique. On a commencé le projet directement avec un premier investisseur parce que on est tous 23 ans et qu'on n'avait pas les moyens de mettre de l'argent perso dès le début. Donc j'avais un ancien patron d'un ancien stage en fait. Ensuite, on a fait un peu de love money. Ça, c'était en septembre 2016. Et après, on a eu la chance dès janvier en fait de signer des premiers clients. Donc ça nous a fait pas mal de cash. Et en juillet de cette année, on a fait notre vraie entre guillemets première petite levée de fonds. C'est pas vraiment c'était un truc avec un business angel. Voilà. D'accord. Quelle a été la réaction justement de votre entourage au moment de la création de votre projet? Ouais. Et comme tu m'as parlé du coup du Love Money. Ouais. Et sur le plan humain justement, qui est-ce qui a été le plus grand soutien? Non, moi mes parents ils m'ont toujours fait un peu confiance. La première boîte qu'on avait montée avec Victor, c'était plutôt bien passé. On a créé une boîte, on l'a revendue, on s'est fait un peu de cash entre temps. Donc et on faisait ça pendant l'IESEG, donc ça nous a permis ça a permis de gagner peut-être un peu de crédibilité. Mon père est entrepreneur et ma mère elle travaille aussi de manière indépendante. Donc voilà, c'était pas trop un problème. Est-ce que vous avez un projet de développement dans l'immédiat justement avec Victor, ou même au sein de Ease? C'est quoi le next step un peu avec Ease? Ouais, votre projet de développement, là maintenant, si vous deviez changer quelque chose et l'agrandir, je sais pas, ou le moderniser, changer. Changer, donc genre là tu parles juste dans votre organisation. Oh, non, dans votre organisation tout, global. Là, Victor aujourd'hui c'est le designer de la boîte. Et il a fait le l'IESEG. Donc on aimerait bien trouver un vrai designer. On est très content, Victor fait du taf fabuleux bien évidemment, mais c'est juste qu'en fait son temps serait bien mieux utilisé s'il était en train de vendre avec moi. Ouais. Donc là on cherche un designer plein temps, et on cherche aussi un développeur JavaScript à plein temps. D'accord. Voilà. Et dans 10 ans tu te vois où toi? J'aimerais bien être encore chez Ease, mais d'une manière générale en tout cas j'ai envie de bosser dans une start-up. Je suis même pas encore sûr du poste dans lequel que je voudrais avoir en fait, mais je sais pas, j'aime bien ce domaine-là. Okay.
Dernière petite question. Il y a Dominique Vidal, je ne sais pas si tu connais, c'est l'investisseur principal de Blablacar, qui a dit que les meilleurs entrepreneurs ne créent pas des entreprises, mais ils lancent des mouvements. Est-ce que tu peux définir le mouvement Ease? Et sinon, quels sont les mouvements qui t'inspirent donc au quotidien et au sein de ton rôle d'entrepreneur Créer des mouvements, ouais, donc c'est un peu la théorie de tu dois créer un culte plutôt qu'une boîte, qu'un service. Ouais. Alors je sais pas si je vais répondre à ta question, mais nous notre philosophie réellement, et c'est dans notre nom, tu vois, c'est vraiment Ease. C'est-à-dire que on est là. Ok, on parle de sécu, on parle d'anonymat, c'est quelque chose qui est vraiment pas fun, mais on est là, en fait, on est là pour enlever un peu une tâche qui est pour moi un peu inutile, tu vois, taper un mot de passe, mine de rien, ça t'apporte pas grand chose. Ce qui est important, c'est ce qui se passe après le mot de passe. Et nous, on est là pour prendre en charge toute la partie entre toi et le contenu dont tu as besoin pour travailler, pour t'éclater. Et donc ouais, la philosophie, je pense qu'elle est dans notre nom. On est là pour rendre accessible tous les endroits sur Internet où tu as envie d'aller souvent pour te faciliter la vie. Ok. Voilà. Et ben merci beaucoup. Non, pas de problème. Merci Ben. Ciao.